Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce jeudi 10 mars. Invité lors des rencontres internationales Monaco et la Méditerranée, Hubert Védrine sera notre invité ce soir. L'ancien ministre des Affaires étrangères français s'exprimera sur le rôle géopolitique des îles de la Méditerranée, mais aussi et avant tout sur la guerre en Ukraine. Comment transmettre le goût d'entreprendre aux jeunes femmes? C'était tout l'objectif du Speed Mentoring organisé par deux associations monégasques. Match au sommet pour l'AS Monaco Basket demain en Euroleague. La Roca Team reçoit le champion en titre, l'Anadolu Efes. Les enjeux de cette rencontre à suivre dans ce journal. Compositeur et chef d'orchestre, il est désormais aux manettes du festival Printemps des Arts. Bruno Mantovani nous dévoilera la programmation de cet événement qui débute ce jeudi à Monaco. La guerre en Ukraine est entrée dans sa 3e semaine de passage en principauté. L'ancien ministre des Affaires étrangères français Hubert Védrine est notre invité ce soir. Il revient notamment sur les conséquences de l'opération militaire russe sur le sol ukrainien. Il est interviewé par Patricia Navarro. Hubert Védrine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de passage à Monaco à l'occasion des rencontres internationales Monaco et la Méditerranée. Avant d'évoquer le rôle stratégique que peut et doit avoir la Méditerranée, difficile de ne pas parler avec vous du conflit ukrainien. L'offensive russe a débuté il y a une quinzaine de jours maintenant. 15 jours après, quelle analyse pouvons-nous dresser de la situation? On pouvait imaginer que la Russie allait écraser les Ukrainiens. Est-ce qu'aujourd'hui, le conflit semble s'enliser ou c'est une stratégie? C'est un moment très grave. La décision tragique du président Poutine nous ramène au tout début de la guerre froide, après la Deuxième Guerre mondiale, quand les règles de la coexistence, les règles de la dissuasion, les négociations d'accord n'avaient pas encore commencé. Donc c'est une décision très brutale, cruelle, on en voit les effets, on voit des images insupportables, qui a déjà eu plusieurs effets. D'abord de ressouder l'Alliance Atlantique, de réveiller en Allemagne l'instinct de sécurité, donc l'idée de refaire une armée allemande alors qu'il n'y en avait plus, en réalité. Peut-être de recréer une volonté européenne, ça c'est pas encore sûr, parce que c'est plutôt l'OTAN que l'Europe, mais le président français agit dans ce sens, il a raison, on verra ce que ça donne. Et par ailleurs, oui, en effet, il y a l'impression qu'on a, mais en fait, on ne connaissait pas les objectifs vrais de Poutine et de l'armée russe, que c'est plus compliqué que prévu. Face à cette situation extrêmement douloureuse et inquiétante, il faut que l'ensemble des pays qui réagissent, l'ensemble des pays occidentaux, en gros, aient des positions très fermes, qui en même temps puissent être tenues dans la durée, parce que ce sont des démocraties. Donc à un moment donné, il faudra que les parlements soient appelés à se prononcer sur tout ça. Des positions très fermes, mais qui ne touchent pas le peuple russe. Et la distinction entre les réactions auxquelles le président Poutine nous contraint, en quelque sorte, et le peuple russe. Mais c'est pour ça que les sanctions adoptées sont beaucoup plus précises qu'elles n'étaient le cas dans le passé, pour toucher des gens qui ont vraiment un lien avec le pouvoir, direct ou indirect, contribuent à l'effort de guerre d'une façon ou d'une autre. Donc, moi qui suis plutôt contre les sanctions, en principe, parce que on a vu historiquement leur inefficacité. En fait, là, c'est quand même assez différent et je pense qu'on n'a pas le choix et qu'elles sont mieux ciblées. Donc, il faut que ça puisse être tenu. Et donc, il faut résister, être solidaire, il faut soutenir. Mais en même temps, vous voyez bien que les opinions occidentales, à commencer par les États-Unis, ne veulent pas d'entrer en guerre. Justement, est-ce que Vladimir Poutine est un homme seul? On dit de lui, certains le comparent à Hitler. Ou est-ce qu'au contraire, il y a tout de même des décisions qui sont le fruit d'un travail collégial et il a tout de même des contradicteurs dans son environnement? Vous savez qu'en réalité, personne n'en sait rien. Même les meilleurs experts à Washington, à Paris, à Berlin ou à Varsovie ne savent pas. On peut voir sur une vingtaine d'années un pouvoir de plus en plus solitaire, de plus en plus concentré. Et à cet égard, il faut vraiment ne pas confondre le Poutine des premières années, les 2 premiers mandats, et puis l'époque Medvedev, où la Russie était assez disponible, assez demandeur en quelque sorte, même s'il y avait déjà une espèce d'amertume terrible sur la fin de l'URSS, l'affaire de l'Ukraine. J'aurais pu ne pas prendre cette tournure, mais ce n'est pas le moment d'en discuter, parce qu'aujourd'hui, on en est à la résistance, solidarité, etc. Alors, comment est-ce que ça peut tourner? Ça nous ramène à la question Poutine. Oui.
il semble bien que ce soit lui. Alors peut-être qu'il a quelques conseillers qu'on ne connaît pas bien, mais enfin c'est lui qui décide en vrai, en fait, par rapport à ça, et qui prend des décisions aberrantes du point de vue de l'ensemble des autres. On a parlé des Occidentaux, Européens, États-Unis, OTAN, mais même les Chinois ne le soutiennent qu'à moitié. C'est une guerre qui peut se terminer plus vite que prévu? C'est difficile à dire. Non, ce n'est pas la première hypothèse. La première hypothèse, c'est qu'elle dure vraiment. Elle dure, c'est de plus en plus pourri, c'est de plus en plus horrible, mais ça dure sans résultat clair et net. Il y a une hypothèse que je mentionne, mais que je ne développe pas, qui est celle d'une aggravation, escalade d'aggravation. Et puis il y a une hypothèse qui est une espérance plutôt, qu'à un moment donné, les choses se calment et commence malgré tout une négociation qui paraît impensable aujourd'hui quand on voit la brutalité et la cruauté des bombardements en Ukraine. Mais rappelons-nous que même pendant la guerre froide, face à l'Union soviétique, à des moments terribles, on était au bord du gouffre, il y a eu à un moment donné, mais pas tout de suite, c'est pas pour demain, c'est pas pour la semaine prochaine, quand même des négociations qui reprenaient. Dans votre dernier ouvrage, Une vision du monde, fort de votre grande expérience, vous avez donné quelques clés, quelques jalons qui pouvaient laisser présager un tel conflit. Est-ce qu'il y a d'autres périls aujourd'hui qui nous menacent en termes de crise géopolitique et de crispation d'intérêts à travers le monde? Oui, j'ai résumé dans un livre des réflexions sur 25 ans parce que, par les hasards heureux de la vie, j'ai commencé très très jeune. C'est pour ça que j'ai un certain recul sur ces questions. Mais la vraie tendance mondiale, c'est que les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance qu'ils ont exercé pendant 3-4 siècles. Bien ou mal, c'est un autre débat, mais exercé. Donc ils ont perdu le monopole, parce que les émergents ont émergé, la Chine en tête. Les Occidentaux, notamment les Américains, avaient fait l'erreur tragique de penser que la question russe était dépassée. Elle était dépassée par pertes et profits. La Russie, mais donc aussi l'Ukraine et tous ces sujets. C'est une erreur par rapport à ça. Mais la tendance générale, c'est toujours celle-ci. Vous avez des puissances installées, les États-Unis bien sûr, mais les grandes puissances européennes d'avant, qui sont toujours là, et les puissances montantes. Revenons-en à l'origine de votre venue en principauté aujourd'hui, les rencontres internationales, Monaco et la Méditerranée. La Méditerranée, c'est une zone du monde aux multiples enjeux, que ce soit politiques, environnementaux, migratoires. C'est une zone aussi clé, la Méditerranée? Alors d'un point de vue chinois, non, mais pour les pays qui sont au-dessus, il y en a 23, 24. Bon. Et des pays tous très différents, avec des cultures, des religions différentes. Enfin, il y a un clivage nord-sud principal, mais il y a plein de clivages. Alors, si on oublie un instant la dimension stratégique, qui existe quand même, hein, parce qu'il y a des bateaux américains, il y a des bateaux russes, il y a des flottes qui circulent, il y a des bases, etc. Bon, cette dimension existe, mais je ne le redéveloppe pas. Si on oublie ça un instant, essayons, malgré l'actualité. À mon avis, les grands enjeux en Méditerranée, qui n'est pas un concept géopolitique, la Méditerranée, c'est un espace. C'est un espace, c'est un concept océanographique et un espace. Les grands enjeux, on les connaît. C'est la question écologique, bien sûr les qualités de l'eau, etc. Mais bon, il y a un problème de survie de la Méditerranée en tant que mer. Ça, c'est très important. Bon. Deuxièmement, il y a la question migratoire, parce que vu la localisation de la Méditerranée, le genre de pays qu'il y a au sud, le genre de pays qu'il y a au nord, c'est une question qui sera très compliquée tant qu'il n'y aura pas une vraie négociation entre les pays de départ, de transit et d'arrivée. Donc pas que l'immigration choisie par l'Europe, l'immigration choisie négociée, co-gérée. Il faudra arriver à ça un jour ou l'autre. Je dis ça en une seconde, mais tout le monde sait que c'est très 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 compliqué, mais ça pèse sur tous les pays riverains, sur toutes les îles, qui est le sujet de cette rencontre très intéressante. Et après, vous avez la question du tourisme et du tourisme de masse. Parce qu'il y a tellement de gens... Là, il y a eu la pandémie, il y a des inquiétudes de crise, de guerre, bon, mais à un moment ou à un autre, à nouveau, l'ensemble de la population mondiale va recommencer à bouger. Et il y a tellement de monde, c'est tellement facile de circuler, il y a des sites tellement attractifs, à commencer par la Méditerranée. Donc, à un moment donné, vous aurez la situation en disant « Je vais aller à Santorin, mais il faut que je m'inscrive. Et oh là là, mais il n'y a pas de place avant 2024. » On n'est pas loin de cette situation. Donc, ça passe par, là aussi, une gestion intelligente, donc écologique, bien sûr, une gestion intelligente des flux. Donc il faudra aussi faire évoluer le contenu du tourisme. Merci beaucoup, Merci. Hubert Védrine. Et je rappelle donc que vient de paraître ce dernier ouvrage, Une vision du monde,
qui distille beaucoup de clés intéressantes et d'autant plus actuelles. Merci beaucoup. Et Patricia Navarro l'évoquait lors de cette fin d'entretien, l'ancien chef de la diplomatie française de 1997 à 2002 était en principauté à l'occasion des rencontres internationales Monaco et la Méditerranée. La 11e édition s'est ouverte ce matin au musée océanographique. Elle apporte cette année un éclairage culturel, politique et scientifique sur les nombreuses îles de la Méditerranée. Plus de détails dans ce reportage d'Anaïs Rioux. 10 heures, début des hostilités, la 11e édition des Rimes est officiellement lancée au cœur du musée océanographique. Plus que jamais, la dimension écologique, migratoire et touristique des îles de Méditerranée est primordiale. Pour Elisabeth Bréau, cet événement contribue à éveiller l'esprit de chacun. L'élément principal, c'était de mettre en lumière l'héritage culturel de ces îles de la Méditerranée. C'est un héritage universel, absolument extraordinaire. Cette Méditerranée, c'est un véritable bouillon de culture où toutes les cultures se sont retrouvées, se sont mélangées et grâce à cette mixité, la civilisation méditerranéenne s'est épanouie. Cette année, le prix de Rimes a été remis par le prince souverain dans les mains de l'archéologue François Quérel, un grand honneur pour le chercheur des îles grecques. J'étais déjà venu il y a quelques années, je suis venu 2 fois, j'ai toujours admiré l'organisation, la précision et également l'efficacité de ces rencontres, toujours à la fois en prise sur l'actualité, mais qui permettent en même temps que des sujets actuels émergent, de les relier également à une réflexion sur la culture, sur le passé. Demain se tiendront 2 tables rondes sur la dimension géopolitique et stratégique des principales îles de la Méditerranée. Et pour clôturer cette édition, le film Respiro sera projeté au Théâtre des Variétés à 20h. Intéressons-nous à présent à cette opération menée par les femmes chefs d'entreprise de Monaco et l'association Chicane-ICANN. Elles se sont associées dernièrement pour proposer le Speed Mentoring, une rencontre entre jeunes filles et femmes d'affaires. Objectif, échanger et transmettre le goût de l'entrepreneuriat. Juliette Rappert vous en dit plus dans ce reportage réalisé avec Orazio Gagino. C'est à la façon d'un speed dating qu'une trentaine d'étudiantes âgées de 13 à 18 ans ont pu rencontrer des femmes actives, chefs d'entreprise ou à haut poste dirigeant. 10 minutes top chrono pour Benoîte de Sevelinge, directrice du CHPG, ou encore Laurence Garino, chef de cabinet du ministre d'État, pour échanger sur leur parcours professionnel, les défis et succès rencontrés. Ce qui était important pour nous aujourd'hui, c'était de transmettre aux générations futures et aux jeunes filles ce goût d'entreprendre, ce risque d'entreprendre, et de leur dire que voilà, dès le plus jeune âge, elles bâtissent, elles construisent leur avenir professionnel de demain et qu'il était important qu'elles échangent avec ces femmes. L'idée, c'est d'amener ces jeunes filles à comprendre que tout est à leur portée. L'égalité homme-femme, elle n'est pas encore acquise, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas essayer, ne pas oser. Une après-midi essentielle puisque les chiffres montrent encore un écart conséquent entre les femmes et les hommes dans le secteur privé. Les dernières études démontrent qu'il y a au registre du commerce à Monaco 30% de femmes inscrites, donc ça représente donc 30% du secteur privé, ce qui est quand même peu. Et nous sommes là aujourd'hui pour que ce chiffre évolue grâce aux jeunes filles aujourd'hui qui seront donc les femmes chefs d'entreprise de demain. Et ces femmes de demain veulent devenir avocates, psychologues ou encore commissaires-priseurs, ce qui est le cas pour Stella qui souhaite faire un double cursus droit et histoire de l'art et qui a pu rencontrer Louise Greter, directrice chez Arcuriel Monaco. Tout d'abord, les études qu'elle a fait, le parcours qu'elle a dû réussir pour en être là aujourd'hui. Par chance, elle travaillait à l'époque dans la même entreprise que j'aimerais travailler dans 5 ans. De là, je lui ai posé quelques questions sur l'atmosphère, l'ambiance, si c'était un métier qui l'avait passionnée. Elle a adoré, elle m'a vraiment donné l'envie de continuer dans cette voie. Le succès de cette journée Girl Boss pourrait permettre une reconduction annuelle de cette manifestation. Des femmes inspirantes donc pour cette jeune génération. Nous parlions de l'invasion russe en Ukraine en début de journal. Bonsoir Frédéric Hélion. L'AS Monaco et son président ont fait savoir qu'ils soutiennent l'aide humanitaire sur place. Bonsoir Émilie, Dimitri. Rybolovlev et l'AS Monaco ont effectué des dons à la Croix-Rouge monégasque afin de venir en aide aux civils qui souffrent du conflit armé en Ukraine. Dans un communiqué, le président de l'ASM affirme qu'il est absolument nécessaire de soutenir ceux qui souffrent le plus.
C'est pour cette raison que Monaco, le Cercle Bruges et moi-même avons décidé de faire des dons afin d'apporter de l'aide humanitaire. Le club réfléchit également à d'autres actions de soutien. Dans un tout autre domaine, mais toujours à l'AS Monaco, cette nomination au sein du club de la Principauté. Après 24 ans passés au FC Metz en tant que responsable de la formation, puis entraîneur des U17 et U19, Sébastien Muet débarque à Monaco, le futur directeur de l'académie, qui a vu éclore Miralem Pjanic ou Kalidou Koulibaly en Moselle, prendra ses fonctions le 25 avril. Sport toujours avec cette superbe performance en haltérophilie. Carton plein pour Julie Franche-Guerra au championnat de France de développé couché à Beuzeville dans l'Eure. La sociétaire de l'AS Monaco haltérophilie force athlétique a brillé. Championne de France, record de France et qualification validée pour les prochains championnats d'Europe et du monde avec une barre à 126 kg. Merci Frédéric. On reste dans le sport avec ce match au sommet pour l'AS Monaco Basket en Euroleague. Les Monégasques reçoivent demain le champion en titre, l'Anadolu Efes. Une rencontre déterminante dans la course au play-off. Le reportage de Yannick Debever. Il reste 5 matchs à la Roca Team pour atteindre son objectif de la saison en Euroleague. 5 matchs, dont 4 à domicile qui commencent ce vendredi face à l'Anadolu Efes Istanbul. Les champions en titre sont certes inconstants cette saison, mais la qualité de l'effectif est toujours bel et bien là. I expect, really, tough game, really, like all 40 minutes, because you cannot beat, FS, first or second quarter. Maybe some games, happen to us that we have a great lead. I don't expect this. Suite à la suspension des clubs russes de la compétition, les 15 équipes restantes ont voté à 8 voix contre 7 pour l'annulation de tous les matchs joués face aux Russes. Un résultat fortement préjudiciable à Monaco qui voit ses 4 victoires obtenues sur le terrain s'envoler et 3 équipes lui passer devant. Je comprends que c'est une situation extrêmement difficile, mais je pense que les choses auraient pu être beaucoup mieux négociées et de façon plus juste, ce qui n'a pas été le cas. Et donc on se retrouve à 8e avec des équipes qui étaient 13e, qui finissent devant nous au final pour le moment, 2 équipes, donc c'est compliqué. On peut donc dire que les playoffs ont déjà commencé pour Monaco. Au meilleur des 5 matchs, il faudra minimum 3 ou 4 victoires pour se faire une place dans le top 8. First we play top 4 teams. So from Final Four, most probably you have Olympiacos, Milano, also previous year Efes, so that the schedule is also not the easiest for us. No matter we play home, but we still, play, the teams who are main candidates even to win the championship. Des grands adversaires pour un grand défi, voici ce qui attend les rookies monégasques en cette fin de saison européenne. Première étape, vendredi 20h face à l'Anadolu Efes Istanbul. Et la Roca Team a besoin de vous demain à Gaston Médecin. Venez encourager les joueurs dans ce match décisif dans la course au play-off. Infos et réservations sur le site officiel du club asmonaco.basketball. Ce jeudi marque le coup d'envoi du Festival Printemps des Arts, un événement dirigé depuis peu par Bruno Mantovani. Alors que nous réserve cette nouvelle édition? Le compositeur et chef d'orchestre nous attend dans les studios de Monaco Info. Bonsoir Bruno Mantovani. Bonsoir. Vous allez diriger votre premier Printemps des Arts. Tout d'abord, qu'est-ce que cela vous inspire? Beaucoup de joie de retourner en Principauté, puisque j'ai eu le plaisir d'être joué plusieurs fois en tant que compositeur dans ce merveilleux festival, à l'époque où mon ami Marc Monet le dirigeait. Et puis évidemment beaucoup d'impatience de retrouver une forme de normalité après les 2 années si complexes que le monde musical vient de traverser. Se dire qu'on peut aller au concert, écouter des œuvres, ne pas être dans la dernière minute qui nous a tant pollué l'existence depuis quelques mois, à se dire est-ce qu'il va y avoir une annulation, est-ce que tel artiste va pouvoir finalement franchir les frontières, il y a quand même un grand plaisir. Donc c'est une forme de soulagement, étrangement. Appréhender l'histoire avec un regard contemporain, tel est l'objectif de votre mission à la tête du festival? Oui, je pense qu'il n'y a rien de pire que d'aller dans un musée en ayant l'impression de parler une langue morte. Les œuvres, elles doivent nous questionner aujourd'hui, même si ce sont des œuvres du XVIIe, du XVIIIe siècle. Elles sont écoutées avec nos oreilles modernes aussi, qui ne sont pas les mêmes oreilles que celles qui étaient celles de la création.
Donc pour moi, si vous voulez, il n'y a pas de patrimoine, il n'y a que de l'actualité. Et cette actualité, elle est toute notre histoire. Donc en effet, mettre en perspective des œuvres qui ont été écrites à plusieurs siècles de différence, mais qui partagent une problématique, qui partagent, je ne sais pas, certains points communs, est un petit jeu intellectuel et sensible, évidemment, qui m'intéresse particulièrement, y compris dans mon travail de compositeur d'ailleurs. Et le rapport avec le passé, pour vous, est essentiel, hein? Oui. Oui, parce que le passé, c'est ce qui vous donne des points de repère, c'est ce qui vous donne la culture, c'est ce qui vous donne en fait les fondamentaux d'une forme de langue commune. Un contraste chez Mozart et un contraste chez Pierre Boulez, ça reste un contraste, c'est-à-dire quelque chose qui crée chez vous une poussée d'adrénaline, une espèce de montée de tension. Et donc, je pense qu'on apprend l'actualité par l'histoire, par le passé. D'où le choix du thème de cette année, je le cite, « Ma fin et mon commencement ». Opus numéro 1. Oui, parce que sans vouloir dévoiler ce qui va se passer en 2023, en 2024, cette thématique va iriser les prochaines éditions du festival. Ma fin et mon commencement, à l'origine, c'est une œuvre, c'est un rondeau de Guillaume de Machaut, compositeur du premier concert de ce Printemps des Arts 2022. Et c'est une œuvre qui est un peu cyclique, c'est-à-dire elle pourrait être jouée presque éternellement. Elle tourne sur elle-même. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur les problématiques d'écriture, mais c'est aussi une conception théologique, c'est-à-dire la fin de la vie terrestre devient le début de la vie céleste, mais c'est aussi, est-ce qu'il n'y a pas un cycle de la vie, et donc, par extension, est-ce qu'il n'y a pas un cycle chez le Créateur? Est-ce que le premier Beethoven et le dernier Beethoven sont vraiment le même compositeur? Il y a très peu de points communs entre le langage des premiers quatuors et des derniers quatuors, n'empêche que c'est quand même le même Beethoven qui les a écrits. Donc la question qui est posée en fait par Ma fin et mon commencement, c'est la question de l'évolution, du renouvellement, comment un compositeur évolue. Certains vont aller dans une densification, d'autres au contraire dans une raréfaction. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu ce que je voulais essayer de partager avec le public monégasque, en tout cas le public du Printemps des Arts, c'est cette vision de l'histoire qui est une vision en mouvement. Parlons de la programmation justement, elle embrasse 8 siècles de musique, c'est ça? Que va-t-on pouvoir découvrir pendant ce festival? En fait, dès les 2 premiers concerts, on a 8 siècles d'intervalle, puisqu'on parle de cette messe de Guillaume de Machaut et du rondeau Ma fin commencement. Et demain, nous aurons déjà une création, une presque création de Peter Rudvösch, qui est un compositeur que je qualifierais de génial, qui est un compositeur hongrois qui a un peu plus de 70 ans aujourd'hui. Et en fait, il ne s'agit pas d'un grand écart pour moi, mais il s'agit d'une correspondance. C'est comme si je faisais dialoguer 2 personnes qui ne pouvaient pas se connaître. Donc en effet, 8 siècles de musique, avec des portraits d'artistes interprètes. Jean-Yves Flamboise, ce pianiste particulièrement prolixe, parce qu'il enregistre à peu près tout le répertoire. Je ne sais pas jusqu'où il va aller, mais des étagères de disques de Jean-Yves Flamboise sont infinies maintenant. Et à la fois avec l'Orchestre de Strasbourg, mais aussi en récital, va nous donner justement un aperçu de production extrême, de jeunesse et de maturité de plusieurs compositeurs. La semaine prochaine, ce sera le quatuor Voce qui sera à l'honneur, un quatuor à cordes. Le 3e week-end sera un week-end thématique arménienne, avec tout un tas de concerts, mais aussi d'autres choses, c'est-à-dire de ballets, une exposition sur Serge Parajanov, qui vont nous donner un petit peu un parfum arménien sur la principauté. Et puis un dernier week-end plus centré sur les pratiques collectives, donc les grands orchestres ou le big band, puisque le jazz va faire son retour dans la programmation du Printemps des Arts. Vous l'avez dit en début d'entretien, c'est un festival particulier pour vous, vous le dirigez, mais vous vous êtes également produit à Monaco en tant que compositeur et chef d'orchestre. Alors, en tant que compositeur, oui, à maintes reprises, y compris notamment avec les ballets et de l'ami Jean-Christophe Maillot, puisqu'en 2018, on a fait une production qui s'appelait Abstract ensemble, Abstract Life, puisqu'il avait complété le titre. Cette année, je vais en effet diriger un concert. C'est un petit peu le hasard de la vie qui fait que je vais être ici, là, en tant qu'artiste. Il se trouve que je devais faire un concert à Radio France avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France cette semaine, qui est donc, je crois que le concert parisien était le 1er avril. Et j'ai proposé à l'orchestre de les inviter de venir faire le même concert la veille à Monte-Carlo, en avant-première presque. Donc, et donc en véritable première maintenant. Donc, mais je n'ai pas vocation non plus à me programmer à être présent en tant que compositeur-chef. Les hasards de la vie font que cette année c'est le cas, mais dans l'avenir, il y a tellement de magnifique musique à programmer et de merveilleux compositeurs vivants à jouer
que je serai évidemment en retrait de ce côté-là. On rappelle que la programmation est disponible sur le site officiel du Printemps des Arts. Merci infiniment, Bruno Mantovani, d'avoir été avec nous dans les studios de Monaco Info. Merci à vous. Et nous reviendrons sur le concert d'ouverture du festival Printemps des Arts dans notre édition de demain. Les rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco font enfin leur grand retour en principauté. Après avoir été reporté à 2 reprises en raison de la crise sanitaire, l'événement mettra à l'honneur cette année 3 départements sur la place du Palais Princier les 4 et 5 juin prochains. Et quels sont-ils? Nous avons tendu notre micro à Albert Croesi, en charge de l'organisation de ces rencontres. Il y aura le site de la Manche, le site du territoire de Belfort, puis le site des Alpes-Maritimes. Une partie des communes de ces sites-là, puisqu'il y a quand même beaucoup de communes dans un site. Donc ça fera l'objet de la réception de 15 communes qui viendront présenter l'histoire qui les lie au Grimaldi de Monaco, mais aussi leur artisanat, leurs coutumes, leurs traditions, leur savoir-faire. Donc c'est un moment festif. Nous avons déjà organisé 2 rencontres en 2018-2019, malheureusement suspendues en 2021. Nous reprendrons donc la tenue de ces rencontres tous les ans au mois de juin. Pour l'heure, on nous annonce un allègement des mesures, donc on sera quand même un petit peu plus vigilant qu'à l'accoutumée, mais ça, je crois que les gens aujourd'hui ont pris l'habitude de se prémunir, de mettre des masques et de faire attention. Nous n'avons pas consigne aujourd'hui d'espacement ou de pas de cocktail ou de pas de repas, donc nous devrions pouvoir aborder cette rencontre de façon naturelle, je dirais, mais bien sûr, nous serons un petit peu plus vigilants que les années précédentes. Les rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco les 4 et 5 juin prochains, donc sur la place du Palais Princier. On retrouve Frédéric Elion pour le reste de l'actualité. Frédéric, vous teniez à nous parler de ce nouveau label obtenu par le CHPG. Le centre hospitalier Princesse Grasse a effectué jeudi dernier la visite technique validant son adhésion à Mon Resto Responsable, une démarche lancée en 2016 par la Fondation pour la Nature et l'Homme et le réseau Resto Co. Objectif, accompagner la transition écologique et alimentaire des établissements de restauration collective, comme les cantines scolaires, d'hôpitaux, les restaurants d'entreprise ou d'EHPAD. En devenant membre du réseau, le CHPG souhaite valoriser ces bonnes pratiques et définir de nouvelles pistes d'amélioration. Un mot à présent sur le prochain rendez-vous des rencontres philosophiques de Monaco. À quoi joue-t-on? Péril, risque et plaisir, une table ronde organisée demain soir de 18h à 20h au théâtre Princesse Grasse. Une conversation autour de la notion de jeu et toutes les émotions et plaisirs qu'il provoque. Pour en parler, la sociologue Vinciane Zaban, le philosophe Colas Duflo et le psychologue Frédéric Tordeau. Et enfin Frédéric, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de demain? Pas vraiment Émilie, un temps mitigé vendredi avec une alternance entre un ciel nuageux et quelques éclaircies. Le thermomètre affichera 5 degrés le matin et 12 l'après-midi, vendredi 11 mars. Nous fêterons les Rosines. Merci Frédéric et merci à vous pour votre fidélité. On se quitte en images avec les photos de Manuel Vitali qui vous emmène ce soir dans les coulisses des importants travaux de restauration au Palais Princier. Des travaux menés depuis 2013 sur les façades de la Cour d'honneur, la Galerie Hercule et les grands appartements. Le public pourra découvrir le résultat le 1er juillet prochain. En attendant, en voici un avant-goût. Passez une excellente soirée sur Monaco Info et à demain pour une nouvelle édition.